Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, place à notre grand angle. La mémoire, ça se travaille et c'est pourquoi l'éléphant est là, cette revue de culture générale qui a germé notamment dans la tête de Jean-Paul Arrive, cofondateur de ce MOOC, mi-magazine, mi-book, livre en français. Jean-Paul Arrive, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes à l'origine éditeur de livres et il y a 4 ans est né l'éléphant. Pourquoi cette revue de culture générale? Il n'y avait pas d'offre à l'époque? D'abord, c'est un projet qu'on a eu avec la rédactrice en chef, Guénaëlle Le Seveux. Et puis, c'est un projet qui vient effectivement au départ d'une réflexion autour du livre, où on trouvait qu'on avait envie de travailler sur la culture générale, mais le livre ne permet pas de travailler un peu dans la durée. D'où l'idée du magazine, du récurrent, de revenir sur des sujets de culture générale et de travailler sur le long cours, sur les notions de culture générale et sur la mémorisation des cultures générales. Alors savoir, c'est se souvenir, précepte d'Aristote, que vous essayez de suivre à travers ce MOOC. Aujourd'hui, 19e numéro, vous parlez de psychanalyse, d'opéra, de philosophie, de paléontologie, de hasard, bande dessinée, de l'Inde également et de Zola. Vu comme ça, on peut penser que c'est un fourre-tout. C'est transversal, c'est la culture générale. Donc l'idée, c'est vraiment de traiter tous les domaines de la connaissance. Et donc, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, il y a de la philosophie, de l'histoire, de la littérature, de l'art, etc., etc. Et il y a même une partie jeu, des quiz, des mots croisés. Pourquoi ce choix? Alors ça fait vraiment partie du concept. C'est un des éléments du travail que nous avons fait avec un laboratoire de sciences cognitives à l'université de Lyon 2, à qui on avait demandé de nous faire une sorte de synthèse en fait, sur les mécanismes de la mémorisation. Et dans les différents éléments de ces mécanismes, il y a tout ce qu'on appelle la contextualisation, il y a la hiérarchisation des connaissances, mais il y a également la répétition. Et la répétition, il faut la faire de manière différente. Donc les jeux viennent pour répéter des notions qui sont dans les dossiers de manière différente et de manière ludique. Et par ailleurs, le jeu a une autre vertu, c'est qu'il rend le lecteur actif. Et on sait aussi, là il y a des travaux sur le mécanisme du cerveau, que lorsque le cerveau bascule en mode actif, on apprend mieux, on retient mieux, et donc voilà pourquoi le jeu est parfait dans une revue de culture générale. Le lecteur devient actif. Qui est cet électorat, justement? Le lecteur, c'est très, très vaste. Alors, quand on s'est lancé, en fait, on ne savait pas bien à qui on s'adressait. Et puis là, maintenant, on a fait quelques études et on s'est aperçu que le pari qu'on avait fait, qui était d'être assez large en termes de public, est plutôt atteint. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on a des lecteurs qui vont du lycée, pour les plus jeunes, aux grands retraités, aux personnes parfois même très âgées, qui lisent l'éléphant et qui redécouvrent un bain de jouvence en lisant la revue. Donc on a véritablement tout un public et on a un pic sur, alors là qui était tout à fait inattendu pour nous, sur les jeunes adultes, 25-30 ans, qui on pensait qu'ils n'aimaient plus le papier. Ben si, ils aiment bien le papier, dès lors qu'on leur donne quelque chose qui correspond à leurs envies. Et en fait, on a le sentiment qu'aujourd'hui, il faut des solutions atypiques pour que la presse écrite marche. Ce qui n'est pas classique non plus dans vos démarches, c'est le travail du journaliste. Il y a beaucoup de collaboration. Alors comment ça marche? Alors en fait, effectivement, vous avez tout à fait raison. Dans nos auteurs, il y a une grande diversité d'auteurs là aussi. C'est-à-dire qu'on a des journalistes, mais on a également des experts qui sont souvent des enseignants. C'est-à-dire qu'une bonne partie des dossiers sont écrits par des enseignants qui sont professeurs en lycée ou dans des écoles type Sciences Po, etc. Donc ils sont très habitués à enseigner à un public non expert et qui ont une écriture tout à fait adaptée finalement à un public très large. Et pour apporter un autre éclairage. Voilà, qui donne un éclairage qui est à la fois solide, mais pas ennuyeux. Je pense que c'est ça qui est important. C'est qu'à la fois, on a le plaisir de la lecture, mais avec la rigueur du connaissant, du sachant. Alors, autre exemple de presse, pas comme les autres, Hebdo, le petit frère de la revue 21, qui va bientôt voir le jour. Pour en parler, un ancien ministre de François Hollande, il a quitté la politique pour se lancer dans la presse écrite. Thierry Mandon, bonsoir. Nouvelle aventure pour vous, personnelle, professionnelle aussi, et surtout pour les créateurs des revues 6 mois et du trimestriel 21 qui se lance dans un hebdomadaire. Donc concrètement, Thierry Mandon, Hebdo, ça va donner quoi en termes de contenu? Ça va donner un journal qui se veut d'abord indépendant, au sens où son financement sera assuré par les lecteurs et il sera sans publicité. C'est surtout un hebdomadaire qui veut revenir à ce qu'on appelait en temps l'éducation populaire, c'est-à-dire l'idée finalement que
à la fois dans l'actualité et de manière plus générale dans la vie des sociétés. Il y a beaucoup de sujets qui sont traités de manière un peu mécanique, avec des vocabulaires, des concepts que l'on croit partagés par tous, et qui finalement ont besoin d'être réexpliqués, détaillés, remis en perspective pour que un public large accède à ces journaux-là. Donc c'est ça notre projet. Et l'idée, c'est toujours comme avec 21 de défier les lois du marketing, zéro pub, vous le disiez, un financement participatif peut-être aussi? Oui, fin septembre, nous lançons une grosse opération de financement participatif qui prolonge la démarche du journal, qui se veut très innovante en matière de relation avec ses lecteurs. Nos lecteurs nous aident depuis des mois via le numérique à concevoir ce journal. Ils nous ont trouvé le nom du journal, son chemin de fer. Ils seront associés à l'évaluation quasiment continue du journal, pèseront sur la rédaction en suggérant des sujets. Donc c'est une nouvelle relation entre le lecteur et 100 000 ventes d'ici 2020, c'est un pari audacieux. Vous y croyez vraiment? On fait plus qu'y croire. On bâtit notre projet, notre aventure sur ces chiffres, qui sont des chiffres qui reposent sur les premières réactions, les premiers travaux qu'on mène avec des lecteurs fidèles de 21 de 6 mois et d'autres personnes qui ont rejoint cette communauté et qui en nombre très très important. Il y avait 5000 personnes quand on a présenté à Autun le projet. Il y a une vingtaine de mille personnes aujourd'hui qui suivent le projet et qui attendent de pouvoir participer au crowdfunding. Donc c'est des chiffres que nous pensons atteindre. Thierry Mandon, vous pensez que le quatrième pouvoir peut faire plus bouger les lignes que la politique? C'est pour ça que vous avez choisi de vous lancer dans la presse écrite? Oui, je pense que le terreau des idées, le terreau de l'explication du monde, le terreau le réinvestissement finalement populaire de la presse est la condition d'un renouveau démocratique. Je pense que à trop parler toujours au même, urbain, très qualifié, avec un pouvoir d'achat correct, la presse, notamment la presse hebdomadaire, finalement ne joue pas son rôle d'approfondisseur de démocratie. C'est ce que nous souhaitons faire. Voilà Hebdo, la version hebdomadaire de la revue 21, sortie prévue le 12 janvier prochain. Merci Thierry Mandon et bonne reconversion. Comme quoi, hein, Jean-Paul Arrive, tout mène à la presse écrite. À l'heure du numérique, de la crise de la presse, il y a forcément des craintes quand on se lance dans ce genre de projet, comme ici avec Hebdo. Et ce risque, vous l'avez pris avec Guénaël Le Solleux. C'est quoi le déclic? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est la mémorisation au départ. Et puis, cette idée que vous parliez d'Internet, on a le sentiment... Vous savez, les Français ont toujours aimé la culture générale. Ils l'ont aimé dès les encyclopédistes, au XVIIIe siècle, puis plus tard, etc. Et puis est arrivé Internet. Et on s'est dit, bon, ça y est, maintenant tout est à portée de clic. J'ai en permanence et à tout moment toute l'information, j'ai plus besoin. Et en fait, inconsciemment, les gens ont réalisé que non, ça n'était pas suffisant. Et je crois que l'éléphant est rentré dans cette idée-là, qu'en fait, il fallait se réapproprier, c'est-à-dire réintégrer dans son cerveau les notions de culture générale, parce que ça n'est que cette capacité d'assimilation de l'information qui va nous permettre d'établir nous-mêmes des opinions, d'avoir effectivement, de comprendre le monde qui bouge si vite autour de nous. 4 ans après, donc Paris gagné, combien d'abonnés, combien d'abonnements, combien de pour ventes? l'instant, on tire entre 50 et 55 000. Voilà, et on a à peu près 10% d'abonnés actuellement. Et signe que cette formule fonctionne, vous n'avez pas changé de ligne éditoriale depuis le début? Non, on continue comme ça, on aménage petit à petit, mais oui, on continue. Et quand on est un trimestriel, ça doit être compliqué, j'imagine. C'est quoi le schéma économique viable? Eh bien, celui-là fonctionne. Comment ça fonctionne au niveau des finances? Non, ça marche bien, puisqu'en fait, on vend, donc c'est la vente au numéro plus l'abonnement qui porte le projet. Et on ne fait pas de publicité, on a quelques publicités, mais là, à titre plus d'échanges qu'on fait avec d'autres médias, par exemple. Alors, une presse sans pression, un journalisme qui prend son temps, 3 mois à préparer un numéro. C'est important de prendre son temps, surtout à l'heure de l'info en continu. Je pense qu'il y a les deux temps, en fait. Il y a le temps de l'info continue, il y a le temps de l'Internet, il y a le temps du show, et puis il y a le temps de la réflexion, du temps long, du besoin des dossiers longs. Hein. Dans le travail qu'on a fait avec le laboratoire, il y a cette idée des dossiers longs et des rubriques courtes, c'est-à-dire mélanger les rythmes, parce qu'on a besoin, le cerveau aussi, d'avoir des moments de respiration et puis des moments d'approfondissement, et ça, il faut pouvoir donner ce temps-là.
Et après l'éléphant, vous avez sorti une nouvelle revue, Aider, lancée en juin dernier. Une revue altruiste tournée vers les autres, les malades, les soignants, les aidants également notamment. Ça aussi, c'est différent ? Oui, je crois que c'est assez différent. C'est là, pour le coup, quelque chose qui effectivement n'existait pas. Ça s'adresse aussi à toutes les personnes qui s'engagent en fait pour les autres, aussi bien, vous l'avez dit, les aidants proches, familiaux, mais également toutes les personnes qui s'engagent à titre de bénévoles dans des associations, etc. Mais puis également toutes les personnes qui s'engagent professionnellement, parce qu'il ne faut pas les oublier, cela aussi c'est un engagement. Donc oui, je pense que ce sentiment d'engagement, c'est quelque chose qui est important. En tout cas, les retours qu'on a eus, les premiers échos, puisque là, ça fait quelques mois, c'est tout frais. Oui, mais enfin, il y a des gens qui réagissent tout de suite. C'est étonnant. Hein. Dès le lendemain, on avait des mails, on a reçu même des courriers de gens assez enthousiastes qui témoignent que voilà, l'idée qu'on s'occupe un petit peu de ce sujet-là, il y avait véritablement un besoin et une attente. L'éléphant, 15 €, le prix de la qualité. Vous serez d'autant plus cultivé. Merci. Jean-Paul Arrive, cofondateur de cette revue culturelle. Merci à vous. Merci.